Bonsoir Twitch, bonjour YouTube et bonsoir Laura, bonsoir Fougère. Bonsoir, bonsoir. Donc, bienvenue dans le Place aux joueuses de ce mois d'avril. Dans un premier temps, je suis navrée, il n'y a que Fougère et moi pour présenter. Rachel s'est en fait portée pâle. Je crois qu'elle ne voulait pas te voir. Je pense que c'était ça aussi, ouais. Mais je soupçonne qu'elle soit avec nous dans le chat. Elle y est. Voilà, elle y est. Elle dit qu'elle est chez elle pour soigner son dos douloureux et qu'elle est de tout cœur avec nous. Mais bon, nous, on sait très bien qu'elle ne voulait pas nous, voir. on sait très bien. Voilà, patate avec les savons. doigts à toi aussi, Rachel. On sait très bien que c'est très personnel. Et du coup, Laura, présente-toi. Dis-nous pourquoi Rachel ne t'aime pas et ne veut pas être avec nous ce soir. Je ne sais pas. Trahison. Disgrâce. Non, qui je suis? Oui, Bonjour, je m'appelle Laura. Qui es-tu, Laura? Je peux raconter beaucoup de choses sur moi, mais je pense que ce qui t'intéresse, c'est le GN. Alors, possiblement, mais après, on y arrive par bien des voies, donc n'hésite pas, répands-toi. Donc, je ne fais pas ça dans ma vie. Enfin, si, dans ma vie, mais je ne suis pas payée pour. Non, quand est-ce que j'ai commencé le GN, vu que je dois faire l'interview pour toi. Donc, je voulais quelqu'un. C'était professionnel. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2013, donc je ne fais pas du GN depuis si longtemps. Et j'accuse Caroline, qui est dans le chat, je pense. En gros, on était en train de faire une table de JDR table, peut-être Sion, je ne sais plus. Et avec Ol, Tigrou et Stoyan. Et du coup, en un coup, je ne sais plus qui s'est arrêté en disant « Hé les gars, et si on amenait Laura en GN ?» Et moi, votre truc chelou là, truc qui a l'air super bizarre, voilà. Dis la meuf qui est déjà autour d'une table de JDR. Oui, certes, mais ça avait l'air encore plus bizarre. Et du coup, je n'avais pas grand-chose de prévu à cette date-là. Et donc, j'ai commencé par Outreterre 1. Voilà. Où nous nous rencontrâmes. Voilà. Et autour d'une cuisse de poulet. Et non, et voilà. Et puis j'ai enchaîné 2 semaines après avec Avatar. Et Ah oui, voilà. direct. Ouais. Je me suis dit, genre, bon, si tu on me emmenait connais. Laurent en GN, et du coup, j'en fais un tous les 15 jours pendant 6 mois. C'est comme ça que tout le monde commence, non? Voilà. Moi, j'en fais pareil. Hein. Toi aussi. Mais alors, du coup, on va rembobiner 2 secondes. Du coup, le JDR, parce que déjà, voilà. Mais c'est la faute de Caro aussi. Si t'es une meuf, tu fais du JDR, quoi. Ouais, mais c'est la faute de Caro. Aussi. Tout Voilà. est la faute de Caro. Exactement tout. Tout ce ce qui se passe depuis. Il va falloir qu'on invite cette Caro. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas non plus. Mais donc oui, donc c'était justement, elle m'avait invitée à une table de JDR avec du coup de nouveau Ol, Tigrou et Stoyan qui étaient au Lierre à Avatar. Et donc effectivement, j'ai enchaîné les deux. Enfin après, je crois qu'au bout de 5 minutes d'Outreterre 1, j'étais là, mais où était le GN toute ma vie? Et surtout que c'était un nouveau GN, une nouvelle faction. Ouais. Donc, mais ça, t'as été à la base du truc dans le groupe. Chouette. Quoi. Et ouais, c'était ça. Et c'était vraiment très sympa parce qu'en plus, eux, c'était tous... c'était un groupe avec tous des gens qui étaient très, très impliqués dans Avatar, qui avaient tous des rôles, de gros rôles et tout. Il y avait le RTO du Lierre, etc. Et donc, ils étaient un peu en mode, on va faire un GN plus cool... on va faire des clampins de base, ça va être sympa et tout. Et du coup, ça avait été génial d'aborder le GN comme ça. On n'est pas resté très vite des clampins de base, enfin si, mais avec du fric, du coup. Toute la première trilogie où, je rappelle, tu jouais dans la faction des malpropres. Et on était déjà les malpropres malpropres. et on est devenus les malpourpres, c'est vrai. C'est ça, je pense qu'à OT1, vous étiez les malpropres et je pense que vous vendiez de l'eau et du vent l'éventail. Vous vendiez du vent sur les champs de bataille. C'est ça, mais en fait, il y avait canicule, donc on avait de nouveau la faute de Caro. Elle avait des éventails et donc du coup, on a rentabilisé la chose. Vous avez fait fortune en vendant du vent sur Outreterre 1. C'était magique. Et ça a été ton début d'une longue histoire d'amour avec le GN. Ouais, on a vendu un fort et tout. Je m'en souviens. J'étais pas encore en regard, mais je m'en souviens quand même. C'était magique. Oui, et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, je suis devenue très vite accro.
Et Et voilà. donc après, tu as enchaîné Outre-Terre, Avatar, donc en mode je commence par du mass LARP et j'enchaîne avec du mass LARP. Ouais. De faction, donc avec les mêmes gens, avec mes copains IRL, on fait une faction en jeu. Oui, maintenant, c'est vrai que c'était plus les potes de Caro à la base. Donc, après, j'ai rencontré mon ex là-bas aussi. Donc oui, c'est vrai que je me suis très vite plongée dedans. Maintenant, ce qui était très chouette, notamment à Avatar, c'est que c'est là que j'ai rencontré Stéphane, d'ailleurs. Enfin, c'est là où je vous ai rencontré aussi, je pense, dans le Temple du Destin. Moi, j'avais fait les décors, mais Voilà. j'étais pas sur site, je crois. Et donc, j'ai très vite fait un peu ma propre route dans Avatar. Et donc, c'était chouette parce que j'ai pu, outre le groupe de gens avec qui j'étais arrivée, rencontrer plein d'autres gens et rentrer un peu dans le méta d'Avatar avec d'autres personnes que je ne connaissais pas à l'époque. Et donc, ça a permis de très vite rencontrer plein de gens. Et puis, du coup, j'étais devenue prime paladine, là. Bref, le truc où j'ai Paladine du rêve, un ouais, truc. c'est ça, le truc où j'ai pas trop suivi, mais ouais. j'ai merdé les codes sources. Enfin bref, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Mais donc, c'était vraiment très, très chouette parce que ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens en très peu de temps. Et du coup, ça m'a ouvert pas mal de portes après pour faire d'autres GN. T'es devenu un people assez rapidement. Non, je dirais pas ça. Je pense pas que... Il n'y a pas vraiment de people, machin. Non, c'est surtout que ça m'a... Je pense que... encore aujourd'hui, je pense, dans le GN, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et donc, plus tu laisses traîner tes oreilles partout, plus tu as des infos sur quelles inscriptions vont s'ouvrir. Je me demandais Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... On est Plus tu d'accord. laisses traîner tes oreilles, plus ça attire des bouches. Enfin, je savais pas trop où on Moi allait. non plus, je n'étais pas. Enfin, Mais moi, ouais, je voyais où ça allait. Il n'y avait pas ça bizarre pour Twitch. une super émission qui donnait toute l'actu du GN à l'époque. Donc voilà, ça a permis de découvrir pas mal de choses. Ça n'aurait me dit, elle est pas people, mais elle est invitée sur Place aux Joueuses. Quoi. Voilà. Voilà. C'est parce que je fais parce que je t'enchaînes transporte ensemble. Anne, tu vois, en Parce qu'on voiture. gêne ensemble il y a 15 jours. Et donc il y a un moment où, au cours de 6 heures de route, il y a un moment où tu n'es pas à Place aux Joueuses, toi. mais voilà. Et de nouveau, le GN international, c'est la faute de Caro. Ah ouais, avec Collège of Wizardry. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Donc, première année, tu fais Outre-Terre 1, et puis Avatar 28. Ouais, sans doute. Et demi. Et puis après Je sais c'est plus, quoi moi. T'avais pas un petit papier Caro Ouais, Est-ce demande à qu'on a Caro. Caro dans le chat qui pourrait nous aider? Non, en fait, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus quand se situe mon entrée dans le GN international par rapport à tout le reste. Mais T'as fait du mass LARP et directement l'international ou du non, à mass mon LARP avis, quelques à mon avis, il y a eu quelques petits trucs. Et puis puis, mais Co est venu très vite quand même, College of Wizardry. alors oui, Coco, donc le Mais il y a GN quand même de 2 ans. Il y a quand Harry même Potter en Pologne. Ouais. Il y a quand même 2 ans et demi, je pense, d'écart entre le début et Pico. Comment je le sais? Parce que, et je balance, Caro, à l'époque, voulait absolument qu'on aille faire College of Wizardry. Ouais. Caro, elle prend grave Ah ouais, cher elle aujourd'hui. voulait absolument qu'on aille faire College of Wizardry. Et j'avais dit non, parce que ça coûtait très cher. Ça coûte genre 800 balles Ouais, en Pologne. un peu moins, ouais. Ouais. Je crois que c'était 550, plus le trajet, plus... C'était hyper pas cher à l'époque, parce que maintenant c'est Ouais, plutôt 800 mais du coup, balles. ça restait très cher. Et j'avais dit non, c'est avec mon copain à l'époque, il faut trop que je fasse des vraies vacances d'adulte, machin. Et je crois que Caro a diplomatiquement attendu 1 semaine après ma rupture pour dire... Bon, du coup, on Dis fait au quoi fait, on fait quoi du coup? Et du coup, j'ai dit oui. Et on a fait co. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette logique-là, c'est que les mecs sont pas les gens qui t'amènent au GN, mais les gens qui t'empêchent éventuellement d'en faire. Ouais, c'est ça. Mais voilà, après, c'était une raison comme une autre de faire un GN. Moi, celui-là, on en a déjà discuté pas mal, mais Co a vraiment, outre le côté un peu clientéliste qu'on peut reprocher à Co, que moi, personnellement, j'ai pas vu. Parce que, a priori, vous me connaissez un peu, je suis pas en mode j'ai besoin d'être la fille du démon, de machin, de trucs pour passer un bon GN. Mais voilà, c'est vraiment. Je me souviendrai toujours de Klaus, qui était un des organisateurs, qui, au discours de début de jeu, nous a dit
voilà, vous êtes, je sais pas, une centaine de joueurs qui viennent d'au moins 30 nationalités différentes. Vous avez tous des habitudes de jeu différentes, vous avez tous des cultures de jeu différentes. Donc, en fait, calibrez-vous. En fait, parlez. Et c'est vrai que ça m'a fait découvrir une manière de faire le GN très, très différente de ce que j'avais connu jusque-là. Est-ce que tu passes de, grosso modo, Avatar à College of Wizardry en Pologne? Ouais. Un petit peu à sec et sans élan. Voilà. Sans transition, en tout cas. Ouais. Et c'était surtout la première fois que je faisais vraiment du GN avec des gens qui... Voilà, il y avait des Indiens, il y avait des Américains, il y avait des Anglais, il y avait des Suédois. Enfin, et du coup, c'est vrai qu'on a des habitudes de GN très, très différentes. Enfin, je veux dire... Et puis, tu venais d'une culture de jeu de faction où ta faction TI, c'est tes amis Théo. Voilà. Et là, tu arrives sur un truc quand même très différent, même si, de mémoire, vous étiez 3-4 potes à avoir atterri dans la même... du coup, on était avec Caro et par hasard, il y avait Fabrice qui était là aussi à cette édition-là. Et on a refait du coup... Du coup, on avait fait le 8 et du coup, on a fait le 10 après avec du coup des gens qu'on avait rencontrés au 8. Et donc, et voilà, c'était très, très donc, chouette. c'était cher, mais addictif et ça le valait. Oui, ça c'est valait pas... le voyage en Pologne, ça le valait... C'est pas toi qui vas me dire qu'un GN est cher, hein voilà, hein. Écoute, ce petit tac en passant, là, bim. On a fait d'autres trucs un peu... C'est ton interview ou la mienne? Mettons-nous d'accord. Voilà, on a fait d'autres qui étaient un peu chers aussi. Mais non, ouais, c'était... Ouais, ça valait la peine. Ça valait clairement la peine. Et même, enfin, je veux dire, il y a un moment où ce décor, enfin, le fait d'être dans un château médiéval où tu as des vrais passages secrets, où tu as... c'est autre chose. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cher en termes de GN pour des catis qui habitent dans un champ avec une Sahara. À partir du moment où tu transposes ça sur un week-end dans un château, 3 repas par jour, tout compris, forcément, on est sur des logiques de prix qui vont être assez différentes. En fait, on est dans un château qui est normalement un hôtel. Et donc, clairement, ils doivent louer tout le château, toutes les chambres, tout le staff. Et oui, moi, j'ai trouvé que ça les valait. Alors après, je ne le ferai pas tous les ans. Hein. Non, mais voilà, il y a une différence de produits. Exactement. Qui justifie une différence de prix. Tu ferais sans doute pas ça pour des caticabines et une Sahara dans un champ. C'est ça. Mais voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de découvrir ce que c'est que le GN en dehors de la Belgique? Il y a la langue, il y a plein de trucs. Alors c'est vrai que il y avait le problème de la langue. Donc c'est vrai que moi je pense plutôt bien anglais et donc ça ne m'a pas posé de problème. Même si je vais être honnête, parfois il y avait certains accents où on devait se répéter plusieurs fois les choses. Mais c'était d'une bienveillance dingue, donc moi j'ai pas ressenti cette barrière-là. Surtout que c'est pas la langue maternelle de 80% des joueurs. Exactement. Donc on est tous avec un handicap, donc au final on peut pas en vouloir à quelqu'un de pas parler parfaitement en anglais compréhensible du premier coup. Mais même si les gens sont parfois bloqués à cause de la langue, rien qu'aller en France et aller découvrir des choses. Où vas-tu Où vas-tu avec ça? Mais non, mais je veux dire, parce qu'on revient d'un GN en France. Mais moi, ce que je pense qui est génial avec mon premier GN français aussi, c'était... je ne sais plus lequel c'était. J'allais te poser la question. Mais je crois que la première fois que ça m'a vraiment marqué, c'était sur le Pour la France. Alors j'allais dire, voilà, la première fois dont je me souviens qu'on a été en GN en France ensemble, c'est sur le Pour la France. Donc on est sur un GN romanesque où on joue l'extrême droite en 1934. Donc on joue toutes des factions d'extrême droite à la veille des manifestations de février 34. Ouais. Donc, a priori, pas des gens qui, à l'aune d'un regard contemporain, sont particulièrement sympathiques. Voilà. Et on est sur du romanesque, donc du GN à secret, avec énormément de rebondissements, mais sur une ambiance très pesante, extrêmement politique. Et je vois Fougère glousser. Je me demande ce qui se passe dans le chat.
Non, c'est parce que vous en êtes sur... Enfin, ils en sont sur aller dans un pays lointain, une contrée sauvage, loin des civilisations, la France. Sur quoi ils ont rebondi avec, on nous dit dans l'oreillette, en France, c'est-à-dire la presque Belgique. Enfin, voilà. C'est ça. D'accord. Mais ce qui, moi, j'avais trouvé génial là, pour la France, c'est que malgré le fait on était 5 à y être allés, il y avait... on était tous dans ma voiture, en tout cas. c'était l'horreur. On a une pensée chaleureuse pour Cora et sa valise sur ses genoux pendant 7 heures de route, je crois. Et mon enjoliveur. C'est vrai, ton enjoliveur qu'on a perdu sur le bord de la campagne française. Mais ce qui était vraiment très chouette, c'est que malgré le fait qu'on soit allé à plusieurs, ça faisait longtemps, quand on a fait pour la France, que je n'avais plus joué autant avec des gens que je ne connaissais pas. Et parfois, c'est ultra rafraîchissant, en fait. C'est vraiment cool parce que je trouve que le GN est aussi un vecteur de rencontres incroyable. Allez, moi aujourd'hui, après moins de 10 ans de GN, les gens qui sont le plus proches de moi dans ma vie sont des GNistes. Parce qu'en fait, je pense que c'est un nid de personnes incroyablement géniales. Puis avec qui tu partages des trucs hyper forts quand même. On est bien d'accord parce qu'il y a dans la vraie vie, j'espère, enfin je souhaite à nos auditeurs de ne pas partager des sentiments aussi violents vis-à-vis de leurs amis, frères, sœurs, amants, maris, pire ennemi, et le tout dans la même personne. Oui, mais c'est IRL. C'est un côté vraiment dingue et en fait, je sais plus avec qui j'en parlais, quelqu'un qui faisait pas de GN, et je disais mais en fait il y a aussi le côté où, et tu aurais raison à je pense au moins 90% de prendre ce parti-là, c'est de se dire que à partir du moment où la personne est capable de jouer en fair play, en play to lift, en play to lose, avec une bienveillance qui est nécessaire pour moi au GN pour pouvoir faire de bons GN et vivre de bons GN. En fait, c'est que les gens ne peuvent pas être des mauvaises personnes à la base. Et il y a besoin d'une confiance telle pour baisser les barrières et se rendre vulnérable au jeu que c'est des gens à qui tu as envie de faire confiance et à qui tu fais confiance. Mais voilà, et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai le plus expérimenté, je pense, à l'international, parce que justement, je ne connaissais pas les gens de prime abord. Et que c'est là que j'ai découvert plein de techniques de jeu qui ont permis de créer cette bienveillance. Et de créer ce sentiment de confiance totale avec des gens qu'en fait tu connais pas, mais alors... Tu connais, que tu as rencontré depuis 5 minutes, et il joue ton frère jumeau, et tu comprends même tu pas lui forcément, donnerais tout. Ouais. Et tu parles pas la même langue. Tu parles pas la même langue, tu viens pas du même pays, mais en fait... Et typiquement, moi j'avais... donc à Co, justement, j'avais pas mal joué avec un Anglais qui s'appelait James. Et je me souviens... C'est la première personne avec qui j'ai fait une calibration hors jeu. Où du coup, c'est lui qui a coupé le jeu et qui a dit « Ok, ben voilà, on va vers un type de jeu comme ça. Est-ce que c'est OK ? Quelles sont tes limites ? Quelles sont... » Je me souviens, je l'ai regardé avec des yeux comme ça en disant « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Avec quoi il vient Et mon immersion. Au secours, mon immersion. Et c'était dingue. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'en fait, ça, je pense que 30 secondes de calibration hors jeu te permet du coup de profiter à fond de ton GN après. Je vais prendre un exemple où je ne l'ai justement pas fait. C'était au lendemain de l'orage. On était de nouveau ensemble. On va parler non, que de GN. Non. On n'est pas sur la même session. Non, on n'était pas sur la même pardon. session. Parce que justement, je suis arrivée toute seule dans un GN français. Je connaissais personne. Et bref, je joue avec Mike, un Suisse qui... un jeu un peu romantique. Enfin, un peu... Une romance. On est sur du Miss Rachel de nouveau. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ni lui ni moi, on prend le temps de se calibrer à un moment, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avant le jeu. Et on ne le fait pas pendant le jeu. Et on l'a débriefé après. Et malgré le fait qu'on a fait passer un super chouette GN et que c'était super cool, etc., et qu'on se parle en commun, parce que voilà, je trouve que quand tu joues un truc comme ça avec des gens, ça crée des liens. En fait, on l'a tous les deux regretté. Parce que
malgré le fait que je pense qu'on ne s'est pas mis mal à l'aise l'un l'autre, il y avait toujours cette barrière hors jeu derrière la tête qui était là. Attention, est-ce que c'est OK pour lui? Est-ce que c'est pas OK pour lui? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et tandis que si on avait pris le temps, 30 secondes, de se dire, au fait, on va ça, moi, mes limites, c'est ça. OK, c'est bon, chill. OK, parfait, go. Et ben en fait, je pense qu'on aurait été beaucoup plus libre dans notre jeu et on se serait senti plus à l'aise. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question de Hookie_BE, donc Rachel, qui dit est-ce que vous pouvez énumérer quelques techniques de jeu qui permettent de créer cette bienveillance? Donc justement, comme tu viens de le dire, ne serait-ce que d'échanger 2-3 phrases, mais si on peut... Alors, il y a des choses que... Alors, moi, je pense que ça commence avec la note d'intention. Enfin, après, tu m'arrêtes si... Je n'ai pas à t'arrêter, mais vas-y, énumère et je Acculte, par exemple, qui est un GN... où on était de nouveau à deux. Pour le coup, on était ensemble aussi. Où on jouait, du coup, c'était aux Pays-Bas, au nord des Pays-Bas, et on jouait une secte. Donc, c'était une ambiance très pesante aussi, très malsaine, voilà. Et ça a été, je pense, une des plus belles notes d'intention que j'ai jamais lues, qui m'a beaucoup marquée, parce que pour la première fois de ma vie, déjà, j'ai lu les mots « Votre consentement et vos limites peuvent être discriminatoires ». Donc, vous avez le droit d'avoir des limites avec une personne et des limites avec une autre personne, et que ce ne sont pas les mêmes. Et, eh bien... Il n'y a que vous que ça regarde. Vos limites sont et vous vos n'avez limites pas à à les vous. justifier. Et en fait, rien que au moment où je l'ai vu écrit, je fais « bah évidemment ». Mais je ne l'avais jamais lu. Et on ne me l'avait jamais dit. Et en fait... C'est vraiment important parce que jouer... par exemple, j'ai essayé à Osiris la technique du dry humping. Alors, le dry j'ai essayé, hump, plus jamais. c'est une métatechnique sexuelle qui consiste à mimer sans contact l'acte sexuel. Voilà. Donc, on n'est pas sur de l'art samedi avec les mains, on est sur quelque chose qui ressemble à un acte sexuel. Et qui est plus invasif. Alors, ça dépend voilà. C'est un terme. Oui, d'accord, mais je veux dire. Voilà, mais qui est plus réaliste, en tout cas dans son mime de l'acte sexuel sans contact, habillé. Voilà, je l'ai testé à un GN et alors je suis très contente de l'avoir testé parce que du coup je suis très contente de savoir que c'est pas mon trip. Voilà. Mais par exemple typiquement ça. Je l'ai fait avec une personne en qui j'avais confiance, on en avait parlé avant, longuement, etc. Jamais je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre, ou peut-être quelqu'un d'autre avec lequel je partageais le même degré d'intimité, de confiance et de sentiment de sécurité. T'en as pas fait à Acculte? T'as fait que de l'art samedi à Acculte? Même dans la Love Room? Yes. Tu es la seule personne à Acculte qui n'a pas fait le dry hump. Et c'est bien qu'au final, je suis un peu une petite ferbeux, quoi, tu vois. Mais... Bref, mais voilà, mais du coup j'ai trouvé ça génial de l'entendre écrit déjà, et je pense que c'est super important. Et de la même manière que alors là on parle de romance, mais ça peut être aussi la violence verbale. Tu peux accepter que quelqu'un avec qui tu te sens en sécurité t'insulte de tous les noms ou un jeu, inconnu. Et ne pas le supporter de quelqu'un qui te connaît. Exactement. Parce que je pense, et je vais revenir 2 secondes sur le fait de jouer avec des inconnus. Jouer avec des inconnus, c'est-à-dire que tu n'as pas de couche hors jeu entre les personnages. C'est de la relation personnage à personnage. Tu ne sais pas qui est la personne derrière, si elle est proche, si elle est loin de son personnage. Tu ne sais rien. Et du coup, la relation des personnages, elle est brute, mais du coup, ce que tu le prends comme venant du personnage. Alors que quand tu connais la personne derrière le personnage, il y a toujours une sous-couche, une lecture autre de oui, mais si c'est ce que la personne pense de moi. Quand c'est un inconnu, ben, tu t'en fous, c'est son personnage. Mais oui. Et vrai. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une facilité de jeu avec des inconnus qui est assez contre-intuitive. Surtout dans une culture de masse large où tu fais des factions avec tes potes hors jeu. Et où tu as l'impression qu'il y a un confort plus grand à jouer avec des amis. C'est vrai. C'est pas le même type de jeu aussi. Enfin, c'est parfois... Mais voilà, mais ce qui est vrai jusqu'à une certaine limite, parce qu'il y a énormément de domaines dans lesquels, en fait, il est plus facile de jouer avec des gens que tu ne connais pas. Ouais. Pour moi, en tout cas. Donc pour moi, déjà, ça, c'est super important. Et tout le monde devrait le dire. Qu'effectivement, tes limites et ton consentement... Ils sont variables d'une personne à l'autre. Et tu n'as pas à les justifier. Putain de lane. Ouais. Voilà. Moi, c'est déjà... Pour moi, ça, c'est déjà la base.
moi, je suis une grande fan de la calibration pendant le jeu. Pourquoi ? Parce que je pense que... Parce qu'elles vont aussi varier dans le temps. Exactement. En fonction de... Ça fait 14 heures que je me fais torturer psychologiquement. Là, j'ai besoin d'un break, donc un culte. Moi, j'ai passé 3 jours à torturer des gens. Il y a des moments où moi, j'avais besoin d'un break. Mais oui, et même pendant le jeu, quelque chose... Parce que du coup, pas mal d'orgas part du principe que, ok, tu peux faire l'atelier de calibration avant le jeu. Tu demandes aux gens de se calibrer entre eux, etc. Tu peux même faire des rondes où tout le monde explique quelles sont ses limites, etc. Ce qui est très, très bien. Maintenant, je pense que c'est tout aussi important de pouvoir dire, oui, mais attends, parce que, ok, ça c'était limite avant le jeu. Mais pendant le jeu, tu vas peut-être vivre 1000 trucs, tu vas te prendre plein de trucs dans la figure. Peut-être qu'il y a aussi, ça peut aller dans un sens et dans l'autre. Alors, c'est des limites a priori. Exactement. Pas en personnage et pas dans une relation spécifique de ce personnage avec un autre. Oui, mais donc ça peut aller dans un sens en mode, ok, là maintenant c'est trop, j'ai besoin de retirer des limites que j'avais, enfin, de plutôt mettre plus de limites que ce que j'avais mis au départ. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Tu peux commencer un jeu et te rendre compte que tu te sens vachement à l'aise avec quelqu'un et qu'en fait tu te sens en sécurité, etc. Et du coup, te dire qu'en fait t'es prêt à baisser un peu ta garde et vouloir tester d'autres choses en jeu. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de bien savoir que le consentement et les limites, c'est quelque chose de variable dans le temps et variable de personne à personne. Ouais. Et donc c'est important. Pour moi, la calibration pendant le jeu, je n'ai jamais eu un moment où le faire m'a sorti de mon jeu. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec le Théo parce qu'en fait, je trouve que c'est pas forcément sain. Voilà, il y a un moment où les gens qui disent pas de Théo, c'est les gens qui imaginent que le hors-jeu consiste à raconter sa semaine de boulot, le dernier film que tu as vu, en buvant des Jupiler autour d'un feu de bois. Mais c'est pas ça. Le hors-jeu peut être une condition nécessaire au jeu. En tout cas, un jeu sécure, quoi. Mais ouais. Mais voilà, donc je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'avoir toutes ces expériences. Et c'est vraiment chouette parce que chaque expérience que j'ai faite, mais à la fois en Belgique, mais à l'international, je trouve que ça aide aussi à ramener tout ce qui est génial de partout. Et donc voilà. Par exemple, quelque chose que, sans vouloir... quelque chose que j'ai trouvé génial à la ville aussi, c'était le fait qu'il y ait eu cette safe room où il y avait des gens en permanence qui étaient là. Alors moi, personnellement, j'en ai pas eu besoin. Mais c'était génial de se dire, OK, il y a un endroit où je peux aller et il y a des gens dans cette pièce qui sont là pour m'accueillir. Et me faire un chocolat chaud. Exactement, et me donner un bout de gâteau. Et me parce dire, que j'ai appris qu'il y avait des trucs de dingue à bouffer dans cette pièce. Je regrette tellement. Tiramisu Je regrette tellement de ne pas y avoir été et d'être restée avec mon demi-ravioli de merde. Et du coup, il y a eu ça aussi pour la France. Ouais. Parce que il y avait des... Alors, pour la France, il n'y avait pas forcément quelqu'un tout le temps. Tu pouvais appeler un orga. Mais il y avait des gros ours en peluche. Tu pouvais faire des câlins à des peluches en safe room. Ouais. Parce que... par le contexte de l'extrême, tu étais amené à dire et faire des choses. Et je me souviens de quelqu'un qui a dit, heureusement qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Et voilà, enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment où on était... Mais oui. On était vraiment limite. Et du coup, des fois, faire un câlin à une peluche... je connais quelqu'un dans cette pièce qui a été faire un câlin à une peluche. Mais typiquement, cette personne qui est dans cette pièce, pour la France, moi, j'ai eu besoin d'aller en safe room pour m'assurer qu'il allait bien. Parce qu'en fait, j'étais dans cette pièce au moment où il a dit ces trucs. Voilà. Et puis, je me souviens qu'on est tous... OK, c'est bon, on va sortir de la pièce, on avait fini notre réunion. J'ai vu sa tête et là, j'ai fait, OK, mais moi, en fait, je suis plus prête, je suis plus capable, moi, Laura, de continuer à jouer, sachant la tête que je viens de voir sur lui. Et en fait... tant que je me suis pas assurée à lui de son bien-être... ouais. Mais du on va finir par savoir qui c'est. Méfie-toi. Mais du coup, c'est pour ça, c'est pour dire qu'en fait, le Théo, c'est un truc en plus pour dire que le Théo ne casse pas le jeu. Parfois, le Théo est au service du jeu.
Et typiquement, j'aurais continué à jouer et pendant 1 heure, je me serais inquiétée. Et puis, je l'aurais croisé en jeu, j'aurais essayé de lui faire comprendre par ma tête que... Mais non, en fait, je suis juste allée dans la pièce, j'ai fait vérifier, ça va, ouais, ok, ça va, ok, on te donne un bon chocolat chaud, un café, t'es heureux, ok, c'est bon, cool. Un câlin, tout va bien. Voilà, et du coup, après, tu peux retourner jouer et te sentir bien et être disponible émotionnellement pour jouer ce fameux jeu incroyable. Pour jouer des horreurs. Mais voilà, qui fait ce jeu qu'on recommande, ouais, à fond. Ah ouais, mais vraiment, honnêtement, quand je pensais au personnage qui m'avait le plus marqué dans ma vie génistique. Ouf, ça fait pas pompeux du tout, ça. Ouais, 10 ans, meuf, t'arrives sur 10 ans quand même. Ouais, mais Jeanne, clairement, moi, m'a énormément marqué et je pense que c'est un des personnages que je porte encore aujourd'hui, quoi. Et ça a été un jeu, une claque dans la figure. Juste une petite parenthèse par rapport au fait que tu disais, t'essayes de faire passer des messages avec ta tête. On a Sanorem qui dit surtout que Laura, elle est super discrète quand elle veut faire passer un message avec sa tête. Ballerine qui rajoute la subtilité incarnée. Voilà, je me suis dit que tu avais besoin d'avoir ces commentaires. Heureusement non, rajoute pas, s'il te plaît. Je veux dire, voilà. Regarde, fais comme moi. Peut-être que j'ai un non-verbal un peu parlant, mais un non-verbal bavard. Voilà. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est pratique, tu vois, parce qu'on sait quand je réagis en personnage ou en Laura, tu vois. Vraiment. Parce que. On en reparlera. Mais donc voilà, je pense qu'en fait, au final, il n'y a pas besoin de mettre une quantité de techniques ou de métatechniques ultra développées, ultra sophistiquées pour que les gens se sentent bien. Je pense qu'en fait, il faut juste leur dire, en fait, si vous en avez besoin, faites 30 secondes de Théo. Et ça doit pas être 15 minutes. C'est vraiment 30 secondes de Théo, quoi. Et moi, ça a sauvé des GN. Voilà. Je trouve que ça... 30 secondes de Théo. 30 secondes de Théo. Et donc, on va revenir sur ton parcours. Rewind. Donc, tu fais de Massarp ta première année, genre 15 jours, bim. Tu fais 1 ou 2 petits et puis tu pars en international, et puis après, tu fais plein de GN en France, en Belgique, à l'international, en Angleterre, en Pologne. Voilà, wouh. Et après, Danemark. tu fais Orga Avatar. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé... Comment ? Pourquoi ? Varum ? En gros, il y a une équipe, l'équipe Orga à l'époque, on est en 2019, qui démissionne quoi ? On était en juin ? 2019 ? Ouais, c'était 2019. Moi, c'était juste avant, parce que du coup, le suivant, on l'a pas fait à cause du Covid, et puis... Ah oui, déjà, ouais. Pendant le Covid, j'ai fait... Le Covid, c'était mars 2020, du coup. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à préparer le 2020, j'ai 2 ans et puis de on s'est dit, il n'y aura pas 2020. Mais donc début en juin 2019, l'équipe Orga démissionne. Et ben là, on se retrouve à quoi 2 mois, 1 mois et demi d'Avatar, et il y a pas grand-chose. Je ne sais plus comment est-ce qu'on en arrive à... Ah ouais, je veux organiser Avatar. Chill, on a 1 mois et demi, on est large. Et du coup, il y a certains orgas de l'équipe des missionnaires qui ont décidé de quand même reprendre. Pas beaucoup, en vrai. Et qu'est-ce que tu viens faire dans cette galère, toi ? Mais tu me connais. Une pogne qui a mal tourné. Non, je crois que j'ai un syndrome de martyr, la nature a horreur du vide, il faut bien que quelqu'un s'y colle. On parle de syndrome de sauveuse. Ouais, c'est un peu ça. Je crois que j'ai un peu un côté. Non, mais j'arrive pas à laisser les gens dans la merde. J'aimerais qu'on en reparle en deuxième partie d'émission, c'est pour ça que je te lance là-dessus un peu, tu vois. Je crois que après, j'ai aussi un attachement particulier pour Avatar, parce que, comme j'avais dit, c'est un de mes tout premiers GN. C'est un GN où je me suis éclatée, c'est un GN où j'ai rencontré plein de gens, etc. Et je trouve que on peut reprocher beaucoup de choses à Avatar, mais moi, j'apprécie le fait que ce soit une vitrine facile d'accès, c'est facile. Et c'est un bon... Faudrait qu'on en reparle. Je suis pas sûre d'être d'accord, mais j'entends ce que tu dis. Voilà. Et je me suis dit que ce serait vraiment dommage que ça n'ait pas lieu. Et voilà, on l'a fait. Hop. Ça a été un peu chaud. J'avoue que
j'ai dû me mettre un peu en mode dictatrice parce que... C'est ça. Par rapport à ton typecast de jeune femme en détresse, Ouais, on n'est pas trop dedans, ouais. l'orga avatar, il se situe sur une échelle un peu éloignée. Ouais, du coup, c'est plus l'échelle Laura. Enfin, voilà. Ouais, alors, on est à l'échelle revenons IRL, là, Voilà. je gère des trucs. Quoi. Et voilà, et c'est vrai qu'on a dû prendre beaucoup de décisions en très peu de temps. Donc, il y a... Déjà, l'équipe Orga était très réduite. Donc, ça a eu l'avantage, du coup, que les décisions se prennent très vite. Mais voilà, c'est vrai que ça a été très chaud. Mais elles impactent des centaines et des centaines de personnes, donc elles te reviennent dans la tronche. Oui, maintenant je trouve que ce qui nous a, je pense, enfin, certains joueurs auront sans doute un autre ressenti. Je pense qu'on a essayé d'être le plus transparent possible. Et je me souviens qu'à un moment, on a discuté et on a dit, en fait, on va dire aux gens que c'est la merde. Enfin, il y a un moment où ça sert à rien de faire semblant. Enfin, je veux dire, c'est la merde, c'est la merde. Je dis, c'est quoi le pire qui puisse arriver, que les gens disent, oh là là, c'est la merde. Ben oui, en fait, c'est la merde. Donc voilà. Et je pense que ça a permis aussi de montrer une autre facette de la communauté d'Avatar, qui a été une communauté ultra constructive, en disant, ok, en fait, merci de vous défoncer pour que Avatar ait lieu malgré les circonstances de merde qu'on est en train de vivre. Et je me souviens que, par exemple, le contact est très bien passé avec l'équipe des RTO, puisque donc, même pendant Avatar, tous les jours, il y a une... Alors, pour les éventuels Français qui nous suivent, RTO, référent time-out, donc les chefs de faction hors jeu. Voilà, donc c'est ceux qui s'occupent pour chacune de leurs factions de la partie logistique de la chose. Logistique, scénar, machin. Voilà. Et donc, avec eux, on avait des réunions évidemment avant jeu, on avait toutes les discussions en amont, etc. Et puis sur place, on avait aussi des réunions assez régulièrement avec eux, où on a pu se dire les choses et on a pu se dire les choses en termes d'organisation, mais on a pu aussi se dire les choses cash sur certaines questions un peu de sexisme qu'il y a eu. Voilà. Et voilà. Enfin, après, je trouve que l'équipe Orga, du coup, qui n'était pas immense, mais qui a été là, a fait un boulot de dingue. Donc ça, c'est une expérience hyper positive, en fait, en tant qu'Orga. Ouais, vraiment. Ouais. En fait, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai plus mal vécu le début de la préparation d'Avatar 2020. Ouais, alors ça, on en reviendra en deuxième partie. Tu as dit un truc justement sur les questions de sexisme et autres. Et avant qu'on fasse une pause pour la deuxième partie, je voulais te poser la question de ton rapport aux autres femmes en jeu, que ce soit en tant que joueuse ou en tant qu'orga. Est-ce que ton expérience de joueuse comme d'orga a changé ton rapport aux femmes, ton rapport à ta propre féminité et ton rapport aux structures genrées J'aime bien parce que Anne, elle pose une question juste avant la pause et là elle te balance une bombe. Il y en a pour 2 heures. Allez, je vais avoir besoin de la pause pour réfléchir à ma réponse en fait. On peut répondre après la pause. Non, alors oui, parce que alors tu t'as vu, elle a répondu oui. Sonorem qui m'encourage, Laura. La réponse est oui. Alors oui, parce que alors parfois j'ai entendu certaines invitées des émissions précédentes qui sont venues et je me souviens que je me suis dit mais en fait j'ai pas vécu ça. J'ai pas eu le sentiment de vivre un gros sexisme en jeu. Alors peut-être pour 1000 raisons différentes. Je suis pas arrivée en tant que la copine de... Enfin si, en tant que la copine de Caro, mais du coup, voilà. Je ne juge pas. Voilà, mais je veux dire, je suis pas... Enfin, j'avais pas une sorte de bouclier masculin devant moi. Enfin, je suis arrivée en GN, j'ai fait ma vie, voilà. Et donc, je n'ai... Alors, peut-être qu'aussi, j'ai la réplique classique, que du coup, j'ai peut-être inconsciemment rembarré ou pas vu certaines choses autour de moi. Et ce sont des choses que, du coup, j'ai vues après, en tant qu'orga. Les remarques sexistes. C'est des dossiers qui ont déjà été entendus et réentendus, mais le coup de la taxe sur les décolletés, les trucs comme ça, c'est des choses que j'ai pas eu le sentiment d'avoir vu ou vécu en tant que joueuse
mais qui devaient être là. Ouais, et que tu as vu et vécu en tant qu'orga. Exactement. Et qui, du coup, sont encore plus trash à vivre en tant qu'orga parce qu'il y a la couche de responsabilité. C'est à toi de démonter les mécaniques Exactement. qu'ils ont mises en place. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un peu la même chose que... donc parce que je suis manager dans la vraie vie. Et avec ce sentiment un peu de je suis responsable de ce qui se passe dans mon équipe, et bien pareil, en tant qu'orga, tu es responsable de ce qui se passe dans ton GN. Et donc, tu es responsable de ça aussi. Et donc, tu peux pas laisser faire ce genre de choses. Tu veux qu'on en parle après la pause ? Alors, on va pouvoir, mais j'ai envie de te dire, tu n'as même pas besoin d'être orga d'un GN pour te sentir responsable de ce qui s'y passe. Oui. Moi, quand j'avais vu passer le recrutement d'une faction d'Avatar que je ne nommerai pas, qui disait, voilà, notre but, c'est de boire des bières autour du feu et de harceler les femelles cul-roses, n'étant pas particulièrement joueuse. Effectivement. Voilà. Je suis intervenue en disant, c'est trop chouette que les nanas d'Avatar et l'impression d'être dans le métro à 23h30. Je veux dire, merci les gars, c'est trop bien. Quel bel objectif de jeu. Je me suis pris toute la faction sur la gueule. Il était 21h à vendredi le soir, il n'y avait plus de permanent. Donc j'ai eu 40 mecs qui me sont tombés sur la gueule, genre ouais, mais on ne peut plus rien dire. Oui, mais c'est de l'humour. Oui, mais c'est en jeu. Avec quoi tu viens? Est-ce que tu fais Minas Gulwalk? Et donc voilà, je me suis tous pris comme ça. Et c'est depuis ce jour-là, il y a quelques années, que je suis modératrice du groupe Facebook Avatar sans y jouer. Alors c'est génial, mais c'est comme c'est beau parce qu'il n'y a pas besoin de jouer au jeu pour trouver que c'est insupportable de laisser dire ce genre de choses. Et on ne doit pas laisser dire ce genre de choses. Et c'est comme, par exemple... mais tu te prends 40 mecs dans la gueule. Ouais, mais c'est comme... Enfin, je veux dire, je me souviendrai toujours quand je suis allée... Je pouvais pas la laisser passer. Je me revois toujours... Je ne te félicite pas. Je me revois toujours... mon t-shirt jaune fluo, là, en t-shirt, mes 20 000 talkies... aller engueuler une faction entière et je les revois rire et me sens parce que je venais faire une remarque sur justement un disque, enfin des paroles sexistes qui n'avaient pas lieu d'être, et ce sentiment d'impuissance aussi, de se dire mais où est-ce qu'on est en fait? Et là on va faire une pause. Yes. Et on va reprendre ce sentiment d'impuissance en tant qu'orga féminine qui essaie d'intervenir sur le sexisme de faction après la pause. On fait ça. On fait ça? À tout de suite. Et bonsoir. Laura a découvert les yeux de ce micro. Bienvenue sur le fou rire de Fougère. Sur la découverte voilà. Laura a découvert son micro. Et du coup, nous vous avions laissé sur le cliffhanger de Laura qui essaye d'engueuler un groupe Avatar pour son sexisme patenté. C'était plus marrant de parler du micro, je crois. Aussi, ouais. Et ce constat d'impuissance. En fait, terrible. Mais en fait, à partir du moment où tu viens dire un truc que tu penses être une normale, en fait que tu penses que c'est... Tu devrais pas le dire, tellement ça paraît obvious. Et que tu as un groupe de 40 personnes qui te rient à la gueule, mais genre littéralement, c'est d'une violence. Surtout que ça n'aide pas quand t'as dormi 9 heures sur la semaine. Et je me souviens de ce sentiment de rage et d'impuissance et d'énervement où tu t'es dit, si j'étais un mec, je leur pèterais bien la gueule. Mais même si j'étais pas un mec, c'est parce que la violence n'est pas une solution. Si, quand même. Des oui, fois, mais non, mais parce que j'aurais perdu. Donc voilà. mais voilà, parce qu'il y a eu des choses. Alors, je vais juste dire un petit mot. On parle ici d'Avatar parce que moi, c'est ce que je connais. Maintenant, des échos que j'ai entendus, ça arrive dans beaucoup de masses LARP. Mais dans beaucoup de GN, je pense. Oui, dans beaucoup de GN. Il n'y a pas forcément une différence structurelle. C'est parce que moi, je parle de ce que je connais. Oui. Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais je ne pense pas que ce soit... Le problème, c'est que Le problème, c'est que tu as toujours
surtout quand tu... Enfin, j'ai découvert, quand tu es orga, tu passes beaucoup de ton temps sur quelques personnes problématiques. Et du coup, tu as l'impression de voir que ça, alors que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a 850 autres joueurs qui... On ne parle pas d'être un carré-valeur. Voilà. Mais donc, c'est vrai que c'était compliqué. C'est comme c'est compliqué de devoir consoler une petite fille de 12 ans parce qu'elle s'est fait insulter de petite pute et que c'est pour rire, c'est du jeu. Ben non, en fait, c'est vraiment pas marrant, en fait. Mais il y a la même problématique avec des femmes de 30 ans. Je nommerai pas la joueuse qui, sur Outre-Terre, s'est fait traiter en jeu de pute, mais elle n'était pas très contente et elle me l'a fait savoir et elle avait raison. Mais évidemment. Et c'est quelqu'un que tu connais qui est assez vocal. On va pas faire de name dropping, mais voilà. Mais parce il n'y a pas plus vocal qu'elle. Et elle a bien fait savoir. Et de nouveau, on a eu un espèce de bloc de mec qui a dit mais c'était en jeu, pour qui elle se prend, c'est quoi ces conneries. Et toi, tu es là en tant qu'orga à essayer de leur faire comprendre que oui, c'est important. Mais parce que, de nouveau, un sujet... D'autant que pute devrait pas être un insulte. Enfin, ça, c'est encore oui, mais ça, c'est encore autre chose, évidemment. Le level suivant de la discussion. Mais le souci, c'est que tu te retrouves... En fait, les gens ne comprennent... Enfin, les gens... Non. Certaines personnes ne comprennent pas que pour ce type de jeu, ça demande aussi un consentement. Mais c'est-à-dire qu'une oppression qu'eux ne vivent pas, ils ne l'envisagent pas. Et du coup, il n'y a pas de limite de jeu vu que c'est quelque chose qui, eux, ne les blesse pas. Mais regarde, on a déjà joué des choses ultra trash. On a déjà joué des jeux extrêmement sexistes, des jeux qui jouent justement sur ce type de pression. Mais la grande différence, c'est que j'ai donné mon consentement pour jouer ce type de jeu. Oui. C'était écrit dans la note d'intention que c'était un jeu qui allait jouer là-dessus. Et donc, au moment de m'inscrire, je donne mon consentement. Et j'ai eu l'occasion aussi, généralement... De le retirer. Non seulement de le retirer en cours de jeu, mais en plus, j'ai eu le temps d'en discuter avec les joueurs. On a fait sans doute des ateliers là-dessus, etc. Alors, moi, j'ai joué un GN dans l'univers de la Servante écarlate. Mais oui. Autant te dire qu'en termes d'oppression de genre... Ça se pose un petit peu là, mais que c'est l'expérience en tant que joueuse que j'étais venue chercher. Et du coup, je suis OK pour subir cette oppression de genre, parce qu'elle fait partie du pacte. Mais oui. C'est le contrat social du jeu. On va démonter les mécanismes de l'oppression genrée et vous allez jouer autour de ces problématiques-là. Sur un GN plus léger, si on fait La Belle Parisienne, Princesse et Couronne ou Avatar ou Outre-Terre, c'est pas pour ça qu'on signe. Et savoir quelle est l'expérience de jeu pour laquelle tu signes, c'est quand même ça fait partie, c'est un peu la base, partie importante du consentement. Mais du coup, comme on est en deuxième partie d'émission et qu'on est sur nos expériences d'organisatrices respectives et qu'est-ce que ça veut dire d'être organisatrice, je vais donner la parole à celle qu'on entend peu ici, à part pour glousser et faire des titres de chat. Oh, donc Fougère, toi, tu es aussi organisatrice et autrice de jeux. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas, hein? Si tu veux pas, tu me le dis, puis on arrête. Non, je pars. Déjà pour la question de comment est-ce que tu es devenue orga, je sais qu'on se disait, est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque, etc. Moi, je suis devenue orga parce que Stéphane, à l'époque, me parlait beaucoup de la camarilla française. Et j'étais là, mais ça a l'air génial. Et ça n'existait pas. Et je lui ai dit, on le lance. Et il fait, non. Ah, si. J'ai suffisamment insisté que pour qu'on le lance, et ça a été ma première expérience d'orga. Et depuis, je suis quasiment plus joueuse parce qu'on a trop de projets, c'est l'enfer. Mais voilà comment je suis devenue orga. Après, je sais pas si j'ai particulièrement des trucs à partager. Je serais capable de répondre à des questions, mais alors continuer à broder là. Alors, du coup, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vois une différence sur les projets orga où tu es orga,
J'attends la suite aussi, là. Ce suspense, pourtant, Tu es orga. Et les projets où tu es autrice, donc à la base du projet et initiatrice du projet et rédactrice principale du projet et chef d'orchestre du projet. Bah, en l'occurrence, c'est pas arrivé très souvent, mais effectivement, j'ai le GNC 2 points. Voilà. Et donc, ma question, c'est entre la Camarilla et ces 2 points, il y a un certain nombre d'années, que je te laisserai libre de compter ou pas. Une dizaine. Il y a une dizaine d'années. Et aussi, il y a des expériences d'organisation qui vont être différentes sur le « ouais, on le fait » ou « j'ai envie d'écrire un GN là-dessus et je le fais ». Il y a « ouais, on le fait », la Camarilla, allons-y. C'est un modèle existant où tu es orga, et il y en a un autre, c'est 2 points, où tu es autrice et orga. Oui, mais je vois pas où est la question. La question, c'est quelle est la différence entre les deux? Quel est le cheminement de l'une à l'autre? D'être juste une organisatrice parmi d'autres sur un projet qui est un projet commun et de développer ton projet à toi. C'est très compliqué. Comment tu fais pour répondre à ces questions? C'est incroyable. C'est ça. Non, bah, en fait, le truc, j'ai 2 projets. J'ai un projet, donc c'est 2 points qui est complètement écrit. Et j'ai un projet sur le feu, qui est donc les gueules noires, qui est autour d'un accident de mine, etc. Et en fait, les 2 fois, c'est des projets où je me suis dit, je viens d'avoir une idée, ça a l'air cool. Et comme bah, ça emballait pas forcément les autres co-orgas autour de moi, je fais, je le fais moi. Donc c'est plus, effectivement, parce que généralement, quand on a des idées qui s'émulsionnent, il n'y a pas forcément de besoin de me dire, je vais l'écrire, je vais faire mon projet. Parce que typiquement, avec Stéphane, on est quand même binôme depuis un petit moment et on se complète assez sur la façon dont on est créatif, chacun à notre façon, sur chacun des aspects différents. Et puis, côté binôme, il y a le trinôme avec Axel. Enfin, voilà, on est une équipe qui fonctionne bien. Et j'ai rarement besoin d'aller dans mon coin parce qu'au final, il y a un mot qui part d'un côté, ça va rebondir chez l'autre, ça va rebondir chez l'autre. Et au moment, on te fait, putain, encore un GN, c'est pas possible, quoi. Pas trop. Mais voilà, après, certaines idées qui rebondissent moins chez eux, oui, j'ai besoin de me dire, j'y mets les mains moi-même. Ça marche plus ou moins bien puisque ces 2 points, ça a été... Ces 2 points, ça a été... Bon, j'ai quand même eu de l'aide, je ne l'ai quand même pas fait tout seul, et de nouveau avec Axel et avec Stéphane. Mais typiquement, les gueules noires, c'est un truc qui est un peu plus en stand-by parce qu'être orga moteur, c'est pas forcément une de mes forces. Moi, je suis une bonne orga à côté pour avoir un bon esprit pratique, pour trouver des solutions, des idées, des machins, mais être le moteur d'une équipe, c'est pas forcément un des trucs sur lesquels je suis particulièrement bonne. Je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Mais alors, d'une façon intéressante, parce que ça me renvoie à ma propre expérience d'orga, qui est donc un grand malentendu. Balance, c'est quoi? Mon expérience d'orga, moi j'ai passé 20 ans de ma vie à être joueuse en faisant bien gaffe à pas être orga. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu Outre-Terre, et entre le 1 et le 2, on m'a dit, mais est-ce que tu veux pas, enfin Gilles, pour ne pas le nommer, est-ce que tu veux pas m'aider à écrire ce texte ou machin? Enfin, je fais, ouais, écoute, à la 3e fois, je dis, non, je serai pas orga, mais je peux donner un coup de main, quoi. S'il faut écrire un texte ou relire un truc, tu fais... le doigt droit. Ce petit doigt là, comme ça. L'erreur. Ouais, l'erreur de débutant, tu vois, ça faisait 20 ans que je tenais. Et donc forcément, j'ai relu un texte, et puis 2, et puis on m'a dit, mais tu veux pas venir en backup de... Puis j'ai dit non plusieurs fois, et puis ils se sont mis à plusieurs, tu vois, ils m'ont fait un call. Cette pression. Ouais, non, c'était dur. Et puis je suis faible, car je suis femme. Et c'était un peu gratuit. Et donc voilà, je suis devenue orga backup, sauf que l'orga dont j'étais le backup, il a un peu fait pouf. Du coup, j'étais plus backup, j'étais orga principal. En fait, il n'avait jamais existé, c'est ça. Tu n'étais backup de rien, en fait. C'était ça le gros. Non, j'ai son nom quelque part. Ouais. Même je le connais. Du coup, je me suis retrouvée orga principal d'un quart des joueurs, tu vois. Et je fais, c'est ma première orga quand même. Et puis voilà, l'année d'après, j'ai repris le bousin. Et c'est arrivé comme ça. Mais j'ai envie de dire, un peu comme toi,
mais différemment. Moi, je pense que je suis un bon moteur pour faire arriver les choses, organiser une équipe et tout ça. Ce que j'ai fait plusieurs années sur Outre-Terre. Mais je ne suis pas une autrice. Moi, j'ai un syndrome d'imposteur trop chevillé au corps. C'est jamais mes idées que je mets en scène. C'est toujours les idées des autres. Je suis game designer des idées des autres. T'as pas un truc en mai 2023, toi? Ouais, mais c'est pas fondamentalement, c'est pas mon idée. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui m'a parlé de son idée, que je ne nommerai pas de nouveau. Et j'ai fait, ouais, il y a carrément moyen de faire un truc. Mais voilà, moi, je rebondis sur les idées des autres. C'est jamais mes GN. Qu'ils soient passés ou présents ou futurs. Alors parfois, c'est même des GN complètement écrits de quelqu'un d'autre où je pense qu'il est important de les faire jouer. Typiquement, le It's a Man's World, je pensais que c'était hyper important d'avoir un GN sur la masculinité, sur ce que c'était, sur le fait de l'interroger, et demander à des hommes hétéros, cis, d'interroger une masculinité qui serait sans la féminité. Donc, on a demandé à... Donc, It's a Man's World, il a été créé par plusieurs personnes, dont Siri, en Suède. Et donc, il existait en suédois. Et nous l'a traduit en anglais. Nous, on l'a pris en anglais, on l'a traduit en français. Tu expliquerais aux personnes un peu de quoi ça c'est... Quel est le principe de ce GN-là? Le pitch de It's a Man's World, c'est un monde dans lequel un virus a tué toutes les femmes et il n'y a plus que des hommes. Et la question, c'est la question de l'avenir de l'humanité, de qu'est-ce qu'une cellule familiale, de qu'est-ce qu'une paternité sans femme. Et donc, on est dans un centre de test du gouvernement qui teste un utérus artificiel pour la sauvegarde de l'humanité. Et les joueurs, les participants sont des candidats qui s'inscrivent en trinôme pour devenir les pères d'une future humanité. Et on est vraiment sur un jeu qui questionne ce que c'est qu'une masculinité qui ne s'inscrirait pas en pendant à la féminité. Et j'ai vu des choses... alors, on a essayé de se faire le plus discrète possible. Amélie et moi, nous étions en cuisine. Nous n'avons pas été du tout face au jeu. On n'a pas vu grand-chose, mais ce que j'ai vu... sur les quelques scènes auxquelles j'ai assisté et ce que j'ai vu au débrief, ça a été d'une générosité folle. Enfin, les joueurs ont été incroyables. Et on avait, je veux dire, la moitié des joueurs qui étaient des joueurs de masse LARP, car je n'avais jamais fait un espèce de jeu nordique politique comme ça. Et ils nous avaient juste fait confiance qu'on venait, qu'avait moi, de notre orga d'Outre-Terre. Donc, on avait encore pas mal de contacts chez des joueurs qui faisaient plutôt ce type de jeu. Et ils ont été incroyable. Moi, c'est un jeu et j'ai envie de le réorganiser et c'est un jeu qui me tient très très à cœur d'avoir ce jeu extrêmement politique de joueurs qui questionnent qu'est-ce qu'une masculinité en creux et m'ont bouleversée. Et ça, c'est des jeux, voilà, j'ai pas besoin de les écrire. Ils sont écrits 1000 fois mieux par d'autres gens que moi, ils existent, j'ai pas besoin de rajouter mon truc, j'ai besoin de le faire vivre aux gens. Et mon envie d'orga, c'est de le faire vivre. C'est pas de raconter des histoires, c'est de faire vivre des trucs qui me semblent importants. Et ça, j'ai pas besoin d'écrire, tu vois, pour le faire vivre. Et par rapport à la position, comment dire, d'orga féminine, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être assez... Enfin, je suis dans mon microcosme, au final. J'organise des trucs qui sont un peu toujours avec les mêmes personnes, comme je disais. Donc, j'ai jamais eu de ressenti de comme je suis une femme, c'est plus difficile, etc. Mais je sais pas si vous avez eu un vécu là-dessus. Oui. Mais parce que... Parce que c'est compliqué, mais c'est aussi compliqué parfois de mettre la limite... Est-ce qu'on te respecte pas parce que t'es toi, ou est-ce qu'on te respecte pas parce que t'es une fille? Est-ce qu'on te respecte pas parce que t'es pas, ça fait pas 25 ans que tu fais du GN? Est-ce que, enfin, ouais. En fait, le problème c'est ça aussi, c'est que je pense que nous on ressent certaines choses d'une certaine manière, qui parfois je pense sont tout à fait, sont réelles et légitimes.
Mais qu'après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien se cacher aussi derrière. Mais non, je suis pas sexiste, c'est pas vrai. C'est pas ça. Bah, si, c'est juste que t'es une merde. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ton genre. Voilà, après, c'est vrai que là, je débute une expérience d'orga, comme vous avez entendu dans la première partie de l'émission. Sur l'égrégore. Voilà. Le cycle des songes, du coup. Où là, de toute façon, on est une équipe orga majoritairement féminine, donc voilà. Mais c'est vrai que sur Avatar, moi, je l'ai ressenti en tout cas. Et parfois, je l'ai ressenti en positif aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le sujet du sexisme lors de cette édition d'Avatar-là. Et je pense que c'est aussi lié au fait que déjà l'organisation générale en avait parlé, qu'on a réagi au talkie en disant non, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok. Quand réunion RTO, on en a reparlé, qu'on a insisté là-dessus, etc. Et je pense aussi que parfois, pour ce genre de sujet, c'est plus facile de parler à une fille. Une victime va peut-être plus facilement en parler à une autre fille qu'à un mec orga. C'est compliqué, oui. Et que du coup, il y a aussi d'autres choses qui ressortent. Alors, il y avait eu évidemment des filles orga Avatar bien avant moi. Mais c'est vrai que je pense par exemple, il y a des choses des années précédentes qui sont ressorties à cet Avatar-là. Ça me fait rire parce qu'on avait un peu rigolé dans le chat avant l'émission en parlant de est-ce qu'il y a un typecast des orgas féminins, et au final c'est un peu ça, c'est comme tu es un orga féminin, les filles vont plus facilement venir te parler, et donc tu vas être la personne vers qui on va se tourner pour les questions de un peu de sécurité émotionnelle. Donc, au final il y a un petit quelque chose. Oui, parce que moi, alors on en a parlé aussi tout à l'heure sur le Siqua Fatasinant, sur le gène romain. Dans l'équipe corps, on est 3 femmes. Et quand on a posé la question à l'équipe corps qui allait s'occuper de quel pôle de jeu, donc le plot, la sécu, la com, les 3 femmes de l'équipe ont postulé en sécurité. Voilà, parce que je pense aussi qu'on n'est pas juste sur c'est plus facile de parler à une femme, c'est aussi les femmes se mettent en position d'être les gens à qui on parle. Elles sont... et je fais partie, je fais partie de l'équipe et je fais partie des gens qui ont postulé pour être dans l'équipe CARE. C'est-à-dire que les rôles genrés, ils sont profondément intégrés par les femmes comme par les hommes. Et que du coup, les femmes, elles se sont mises en CARE, toutes les 3, et en com, 2 des 3. Voilà, on fait de la com, on fait du CARE. Et si tu regardes... Moi, je serais allée en scénar, mais direct. Battre des autres. Et si tu regardes, y compris les permanents de Bilarp, il y a 2 femmes sur 4, com et sécurité. Je veux dire, il y a un moment où on est dans... c'est pas juste un hasard, c'est profondément intégré qu'on va être dans le care, dans l'attention à l'autre. Et pourtant, j'ai pas une expérience d'orga féminine particulièrement féminine. Je veux dire, j'ai été à Outre-Terre pendant quelques années. J'étais la seule femme. Ma seule façon de survivre en tant que femme, de survivre, c'était d'être plus misogyne que l'entièreté des autres mecs de l'équipe. Classique. Ouais, j'étais le pire des mecs de l'équipe. Mais... donc c'est pas parce que je suis hyper féminine, mais parce que je le veuille ou non, j'ai intégré ces codes-là. Mais est-ce que c'est et c'est une vraie question parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas aussi le fait que, en tant que femme, on se rend compte de l'importance de ces rôles-là, parce qu'on en a besoin, parce qu'effectivement, on vit la misogynie en jeu mais qu'on sait qu'elle est là, elle existe. Et qu'on sait nous retrouver dans des situations où on n'est pas forcément une personne qui parle. Oui, sauf que la sécurité émotionnelle, elle est aussi valable pour les mecs. Si vous voulez 2 secondes accepter d'aller chez un psy ou chez quelqu'un qui est là pour leur sécurité, plutôt que de se bourrer la gueule ou de se friter, peut-être qu'ils en prendraient acte aussi. Alors, séparons la sécurité émotionnelle de la sécurité et de la lutte contre le harcèlement.
la sécurité émotionnelle, elle n'est pas genrée. Tout le monde en a Tout à fait. besoin. Non, c'est des bonhommes. Oui, mais moi, je suis le pire bonhomme. Et pourtant, je le fais, tu vois. Donc il y a plein d'effets pervers. Et alors, on est bien d'accord hein, que c'est multifactoriel, pour dire un gros mot. Mais T'as pas encore parlé de Kant, honnêtement. J'ai pas parlé de Kant, j'ai pas dit ontologique. Je me suis bien tenue par rapport au gros mot ce soir encore. C'est parce que Rachel n'est pas là. Mais Elle nous manque, Rachel. Donc je pense que oui, je pense que c'est multifactoriel, mais on va aussi vers ça parce que c'est comme ça qu'on est formaté. c'est vrai. Parce que c'est pas, enfin, je sais pas si tu connais les nanas qui sont sur la core team du Sikwafata, mais c'est pas non plus des fleurs des champs. Non, clairement pas. Particulièrement. Maintenant, c'est toutes des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le souci de l'autre, Mais les mecs qui sont dans l'orga aussi. Mais oui, c'est vrai. Et ils postulent pas pour ça. Moi, j'adorerais me dire, tiens, je vais aller faire la logistique, je vais aller faire un vrai truc de bonhomme, mais sauf que ça m'intéresse pas. Non, moi non plus, ça m'intéresse pas. J'allais dire, tu peux le faire toute seule. J'ai pas envie d'aller... Mais oui. C'est parce qu'on vient d'entendre Axel qui dit, c'est super bien la logistique. J'ai rien contre les gens. J'aimerais aimer faire la logistique. Mais voilà, moi, si tu me poses la question, je vais aller en sécu, je vais aller en com, je vais aller en plot et en game design. Hein. Mais du coup, c'est peut-être aussi à nous de prendre les autres places. Et du coup, il ne restera plus que la sécu et la com et ils seront obligés de les prendre. Je ne sais pas. Hein, Ouais, je suis pas sûre que ça me rassure. Ah, là, on vient peut-être de toucher. Ça, c'est autre chose. Mais alors, du coup, est-ce qu'on se typecast nous-mêmes dans des rôles orga oui, certainement, mais parce je pense qu'il y a aussi le côté... J'ai eu le sentiment quand j'ai été... alors, je pense que ça n'arrivera pas sur le cycle des songes, parce que c'est pas du tout la même dynamique et ça sera certainement pas le même type de public non plus, parce que ce sera un public beaucoup plus réduit que ce qu'était Avatar. Mais j'ai aussi eu le sentiment de voir... mais après, c'est quelque chose que je vis aussi dans ma vie professionnelle. Comme tu disais... il faut être dur. Il faut être le bonhomme, en fait, pour se sentir crédible. Pour avoir la crédibilité, ouais. Pour se sentir crédible et pour pouvoir se faire respecter aussi par certaines personnes. Il faut jouer le gros bras, il faut... Et alors, la plus belle, hein, mais ça, on l'entend aussi dans le milieu professionnel, il ne faut pas être dans l'émotionnel, hein. Parce que l'émotionnel, oh là là, ce truc de gonzesse. c'est vraiment ce truc de... Mais en fait, si. En fait, il faut être dans l'émotionnel. Et en fait, si, il faut s'énerver quand les choses ne vont pas. Et si, il faut s'indigner, tu vois. Voilà. Non, mais ça, c'est pas émotionnel. Ça, l'énervement, c'est un truc de bonhomme, ça c'est une émotion positive. Non, ou alors c'est quand on a nos règles aussi. Pardon, j'étais pas prête. Non, mais je veux dire, il y a ce côté de... J'ai l'impression que quand une femme s'énerve, et alors c'est vrai que je l'ai vécu en orga, mais je le vis aussi parfois dans mon taf, c'est ce côté de... C'est pas légitime parce qu'on est hystérique, quoi. On s'énerve. Mais en fait, si, parce qu'il faut être émotionnel. Et il faut prendre en compte... Il faut arrêter de penser que c'est l'apanage des femmes, j'ai dit apanage, d'être émotionnel et que la colère ou le mépris masculin ne sont pas des émotions. Je veux dire, il y a un moment où ce sont des émotions aussi. Elles ont un autre registre, mais il faut nommer les choses. Le problème, c'est que tu te sens obligé d'adopter un registre d'émotions masculines pour être légitime, et du coup, tu en viens à une espèce de caricature de butch. Moi, je sais que j'ai beaucoup pratiqué l'hyper-masculinisation pour avoir de la crédibilité sur 800 mecs en armure et les virer du champ de bataille et leur dire non mais ta gueule. Et que du coup, j'ai beaucoup projeté ça. Parce que j'avais l'impression, en tout cas à l'époque, que c'était le prix de la crédibilité. Est-ce que c'était une fausse analyse? Est-ce que c'était moi qui étais de misogynie folle et qui est donc
supprimer tout. Et en même temps, le jour où il y a eu une vraie emmerde sur le site, et qu'à 2h du matin, après, en plein milieu de l'after party, on me dit tiens, mais Anne, mais viens, c'est vraiment la merde, il y a un gars qui est en train de tabasser sa nana. On vient me chercher, et 2-3 heures du matin, le GN est fini. Hein. Après 5 jours, j'ai dormi 2 heures sur 5 jours, voilà. Moi, j'y vais, je fonce. Logique. Les potes qui sont venus me chercher me font tu n'y vas pas seul, arrête tes conneries, on vient avec toi. Enfin, tu vois, moi, j'étais partie. Et j'arrive à l'endroit, j'arrive sur le camp. Le gars est parti, je trouve la nana qui pleure dans une tente, machin. Enfin, je fais ce que je lui demande ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut. Elle me demande de faire partir les gens, ok, voilà. Et puis je vais voir la faction. Et je leur dis, voilà, le gars ne remet plus les pieds sur site. Voilà. Et là, je me tape, allez, une dizaine de gars d'un bon 1m90, 90 environ. Ils sont autour de moi. Et alors, de quel droit je dis ça ? Je me mêle d'une matière privée. C'est pas mes oignons. De toute manière, il l'a pas tapé, machin. Enfin, je me tape le mur de mecs qui sont tous vachement plus grands que moi et qui commencent à me gueuler dessus de quoi je me mêle. Mais ça, typiquement, il y a aussi un gros... Ouais. Et il a fallu que certains des mecs qui étaient avec moi interviennent, alors que moi, j'étais sur mon terrain, mes règles, tu vois. Donc, et mes règles, les deux. Rien à foutre. C'est-à-dire, je vous le dis, il ne remet pas les pieds sur site, j'en ai rien à foutre, c'est de la violence, et c'est moi qui décide. C'est moi qui suis orgueilleuse, pas vous. Mais il a fallu que des mecs interviennent. Mais typiquement, je pense qu'il y a aussi un souci avec une partie de la communauté génistique qui oublie que un orga, c'est une organisation de GN, c'est une activité privée. Et qu'en fait, les orgas ne doivent rien aux joueurs. Alors, ils doivent la mise en place d'un contexte safe, etc. Mais je veux dire, ils ne doivent pas de compte. Enfin, que ce soit ça, ou que ce soit, ils ne doivent pas accepter des gens particulièrement, ils font encore bien ce qu'ils veulent. C'est un événement privé. Et je trouve qu'il y a une sorte de, pour le moment, de... On va l'appeler clientélisme. Oui, mais et aussi de deux niveaux en mode, il y a des gens qui sont là, mais non, on l'a beaucoup vu avec la nouvelle mouture d'Avatar, sur lesquelles il y a des gens qui se donnent corps et âme là-dessus, qui bossent comme des dingues. Je les vois de loin. Oui, mais je veux dire, et des gens qui disent, mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça, et gna gna gna. Mais en fait, si, ils font bien ce qu'ils veulent. Et si vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne venez pas. Et en fait, c'est ça. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient et qui pensent que l'organisation d'un GN, c'est quelque chose qui est dû aux gens. C'est-à-dire que leur droit, ils ont le droit d'aller à un GN et ce droit-là, il est acquis, quel que soit par ailleurs leur comportement de merde à eux ou à leurs potes. Oui. Et que tout refus est dans la case on peut plus rien dire, et dans la case bande de woke, et dans la case voilà. Mais c'est même pas juste accéder au GN, c'est aussi la manière dont le GN va s'organiser. Ouais. Et donc de dire le fait, par exemple typiquement toute la crise qu'il y a eu sur le pas de racisme en jeu. Non mais alors même Ragnar, les modalités d'inscription d'il y a 3 ans quand ils ont changé. Ils se sont pris les prix, oui, mais je me souviens, j'avais lancé un hashtag je suis Orga Ragnar tellement j'étais mal pour eux. Après avoir lancé une shitstorm sur eux peu de temps avant, c'est bien c'était après. La shitstorm sur eux, c'était après, c'était sur leur sécu émotionnelle. J'ai commencé par être sympa et puis après, tu te dis, c'est trop. Je suis trop sympa. Je vais juste relayer une réflexion de Rachel que je trouve intéressante, mais je vais aussi en profiter pour rappeler qu'il est déjà 23h04 et je sais qu'il y a parfois des questions de bus, etc. Donc, comme ça, vous l'avez en tête. Donc, Rachel dit
concernant les rôles qu'on s'attribue et qu'on attribue autour. Hein. La question est aussi peut-être moins de souligner que des gens qui portent certaines socialisations vont vers certains rôles, genre femme, sécurité émotionnelle ou administration, secrétariat, mais quels rôles sont valorisés? Et est-ce que les rôles de vrais orgas, genre team leader, personne visible qui communique en son nom propre pour l'ensemble du GN, scénar, rules, et qui sont les gens qui donnent un coup de main? Effectivement, je trouve ça intéressant, mais je ne sais pas si on aura le temps de réellement l'aborder pour le coup, parce que ça donne envie de creuser. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, quand j'entends ça, la première question que je pose, c'est qu'est-ce qui est un vrai rôle d'orga? Parce qu'on dit vrai rôle d'orga, mais je considère... Alors déjà, peut-être parce que je déteste les règles, de base, mais enfin, je veux dire, je ne pense pas que le rôle orga, référent sécurité, sécurité globale, hein, que ce soit émotionnel ou pas, soit moins important et moins un vrai rôle d'orga que les règles, comment par c'est exemple. perçu? C'est-à-dire que moi, je sais que sur un truc comme Outre-Terre, j'ai été très en avant pendant un certain nombre d'années. Donc j'étais plutôt considérée comme lead. Mais ça ne me pose aucun problème et que du contraire, j'ai envie de creuser l'aspect sécu émotionnel. Donc j'ai envie de dire qu'est-ce qui est valorisé. Alors je me rends bien compte que je dois à ça une partie de ma street cred. On est de la popularité de cours de récré, mais j'ai le droit de gueuler sur Niput, y compris... non, c'est toi Niput y compris des trucs sur Ragna ou machin, parce que j'ai ce passif-là. En fait, ce passif-là me donne le droit d'ouvrir ma gueule sur d'autres trucs. Si je n'avais qu'un passif d'orga sécurité émotionnelle, je serais la référente woke du coin. Et du coup, je pense qu'il serait beaucoup plus facile de me disqualifier. Donc j'ai envie de dire, c'est pas tellement la façon dont c'est perçu, ces années de lead de ma SLARP, et en fait, ce qui me permet maintenant d'ouvrir ma gueule en sécurité émotionnelle. Et pas l'inverse. Non, mais c'est toute la question de la légitimité. C'est ça. Et ma légitimité, je la tiens oui, mais c'est parce que... cette masculinité. Oui, bien sûr. Après, on va pas parler de ton syndrome d'imposteur. Non, d'ailleurs, on va pas en parler. D'ailleurs, on va pas en parler. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent en règle générale. Mais on a toujours le sens... Enfin, je l'ai vécu aussi. Et après, c'est aussi de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par là pour être légitime? Alors oui, on a le sentiment de devoir passer par là. Et je suis la première à l'avoir, hein, ce sentiment. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi... je sais pas. Alors je pense que comme on est des femmes, oui. On a besoin, pour notre légitimité dans un milieu qui reste extrêmement masculin, dans le dernier LARP Census, en tout cas, qui commence à dater, je pense que oui. Je pense que le fait que Rachel soit une escrimeuse émérite à Glaive, je pense que ton expérience d'orga, je pense que l'expérience d'orga de Fougères font partie des choses qui nous donnent le droit de parler. Est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Non. Qui nous donne le sentiment d'avoir le droit de parler. Ou qui nous donne... Parce que je pense que je reviens là-dessus, juste 2 secondes là-dessus, mais c'est parce que à une dernière émission, j'ai entendu, je sais plus la formule exacte, mais genre oui, on a acquis notre place dans le milieu, ou enfin, mais en fait c'est dingue parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de se battre pour avoir une place dans le milieu? En fait, justement, c'était ça que j'adorais, que j'adore dans le GN, c'est le fait que ce soit accessible à tout le monde, et je dis pas qu'on a le sens. Par exemple, avant de venir ici, j'ai besoin que un petit pep talk, une pote me dit, est-ce que j'étais là, mais j'ai aucune légitimité pour venir, etc. Qu'est-ce que je veux parler? Ça n'a aucun sens. Mais parce que je pense qu'on ressent tout un peu ça, et que c'est désespérant. Alors du coup, on va, s'il est 23h10, est-ce qu'on peut parler 2 secondes des obstacles spécifiques à être une femme et orga, à commencer
par cette perception de légitimité, qu'elle soit réelle ou pas. Juste Ballerine qui dit bravo quand c'est pour dire des trucs sympas pour moi, je suis une pote. Oui, parce que la Caro dont on parle depuis le début de l'émission, en fait, c'est Ballerine dans le chat. Et oui, effectivement. Ça balance. Voilà, mais c'est parce qu'on m'a dit que je devais pas. arrêter avec le name dropping, donc du coup, voilà, il faut accuser écoute, Fouge. je ne connaissais pas son pseudo Twitch, maintenant je le sais. Voilà, Ballerine, tu es repérée. nous sachons. Nous sachons. Donc du coup, les obstacles à surmonter quand on veut être orga et qu'on est une femme, le premier, c'est celui de cette différentielle légitimité. C'est cette espèce de truc pour dire qu'on a plus de preuves à faire que les mecs pour devenir orga, pour être légitime en tant que tel. C'est horrible à dire, mais le premier truc auquel j'ai pensé quand tu as posé cette question, c'est de me dire j'ai déjà tellement de trucs à penser dans ma vie privée. En fait, être orga, c'est encore pire. Non, mais je veux dire, je pense qu'on se met beaucoup d'obstacles et c'est vrai que je pense que c'est pas à minimiser cette charge mentale qu'on a dans la vie privée. Pour moi, est aussi un obstacle à prendre le lead sur des projets encore à côté. Et de se dire que on doit gérer ça, on doit gérer ça, on doit gérer ça, on doit gérer ça. Et même si on ne le fait pas, le fait de devoir mettre dans sa tête autant de choses, ça laisse peu d'espace pour faire gérer encore autre chose. Pour être très honnête, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté aussi l'organisation d'Avatar. Alors, d'autres raisons aussi. Mais ça en fait partie. Et la question de la légitimité... Je trouve qu'elle se pose de manière complètement différente quand on veut organiser son propre GN, quand on est à la genèse de la chose, que quand on prend quelque chose en cours de route. Pour moi, c'est la différence orga versus autrice, et moi, je suis plus une orga qu'une autrice des GN. Oui, mais par exemple, typiquement sur le cycle des sons, je me sens pas particulièrement autrice parce que j'ai pas des idées de dingue. Je pense que je suis un peu plus en mode je vais gérer et tout, machin, organiser le truc, etc. Mais je suis quand même à la genèse de la chose. Et donc, je n'ai pas l'impression de devoir défendre une certaine légitimité. Parce que je suis au début. Parce que ça fait partie de l'idée de... C'est ton projet. Voilà, c'est mon projet, c'est ça. Te rendre trop macroniste. Voilà. C'est ton projet. Merci. Et... par contre, c'est vrai que quand on doit reprendre quelque chose en cours de route, c'est certainement un Maslar qui est du coup une aura et une quantité de joueurs concernés. Voilà. Ouais. Là, par contre, la question de la légitimité se pose énormément. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience, j'ai pas eu énormément l'occasion de me poser la question, pour être honnête. Je suis un peu foncé tête baissée. On s'est tous demandé ce qui t'avait pris. Hein. Ouais, je sais. Moi aussi. Mais je comprends aussi ce que tu disais au sujet d'Outre-mer, parce que je pense que tu as dû vivre un truc un peu similaire aussi, non ? Moi, je suis arrivée entre le 1 et le 2. Donc, je suis arrivée dans un monde existant, mais dans les... Voilà, avec des parents qui étaient pressés qu'ils deviennent adultes et qui marchent tout seuls. Et là, je fais, mais il a 1 an. Il va pas marcher tout seul. Et puis, c'est du jeu permanent. Et puis, enfin, voilà. C'était compliqué d'arriver dans l'orga d'Outre-Terre. En disant, moi, je suis pas orga, mais je peux lui donner un coup de main. Et puis l'année d'après, tu fais, wouhou, c'est mon bébé. Je me souviens des longues soirées où je vous regardais organiser Outre-Terre autour d'une bonne sangria. Je vais te faire une petite parenthèse parce que Rachel a posé à 2 reprises la même question, donc je vais quand même la dire. Qui était... Attends. Merde. Ah, je ne l'ai pas copiée. Elle est où ta question, Rachel ? Rachel, fais quelque chose. Attends, elle n'est pas très loin, Je vais la retrouver assez rapidement, normalement. Je lui ai fait une tartine pour dire que je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir la poser. Voilà, donc j'ai vraiment envie de demander, et ça peut être une réponse courte, l'histoire de comment Anne est devenue orga à Outre-Terre est intéressante parce qu'elle visibilise aussi la pression qu'on peut recevoir à être orga. Parfois, on consent à être orga, parfois, on cède. Est-ce que, selon vous, c'est OK ? Alors, pour moi, il y a aussi donc il y a ce problème légitimité imposteur. Et une des choses qui empêche d'être orga,
outre l'imposteur, il y a un espèce de perfectionnisme. Les femmes sont des bonnes élèves et les hommes prennent des risques. Et c'est comme ça qu'on est sociabilisés. Et je crois que moi, tant que je n'ai pas un produit parfait, je ne lancerai pas un GN qui soit le mien. Et le produit parfait, il ne le sera jamais. Donc je ne lancerai jamais de GN qui soit mon GN parce que je ne serai jamais satisfaite du truc, parce qu'il vaut mieux se dire que le jour où il sera prêt, il sera merveilleux, plutôt que de lancer un truc un peu bancal, mais qui aurait le mérite d'exister. Et finalement, cette espèce de perfection qu'on a dans la tête, c'est aussi un confort. C'est aussi ne pas se frotter à la réalité d'un truc imparfait, d'un truc critiquable, au shitstorm des internets. Jacqueline Jujube dit, c'est toi le produit parfait, Anne. Mais j'ai juste, par exemple, le chagrin des Belges, tu considères pas que c'est ton GN ? Non, c'est... Alors, le chagrin des Belges comme Siguafata, ce sont des GN de Kevin où je suis orga. Mais t'es orga depuis le début et il n'a pas lieu sans toi. Ouais, mais je peux comprendre la différence. Enfin, je peux comprendre pourquoi Anne ne le sent pas forcément. Mais puis parce que c'est beaucoup plus confortable, ce ne sont pas. Oui, j'allais dire. Il y a un côté sans doute assez pervers. Il faudrait poser la question à Kevin, mais on a parce que moi je pense. De le faire mais moi je pense que je pense que je connais sa réponse à lui, mais pour moi en termes, alors je peux avoir des inputs de game design, mais les mondes et le travail d'écriture sont le travail de Kevin. Et du coup. Mais est-ce qu'un GN n'est que l'écriture ? Non. Si tu me demandes sur des projets qui ne sont pas... Si tu me demandes sur des projets qui ne sont pas ceux de Kevin, je te dirais bien sûr que non. De vengeance. Donc non, j'admets être orga. Je ne suis pas juste petite main. Je suis orga, mais ce ne sont pas mes jeux. Ce sont les jeux de Kev sur lesquels je suis orga. Alors peut-être que c'est des jeux à nous deux, hein, mais moi, ça me va que ce soit les jeux de Kev sur lesquels je suis orga. Ça me va très bien. Ne jette pas ça, il y a des caméras qui valent cher. Ne jette pas des trucs, Kev, allez, s'il te plaît. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Rachel dit, on revient sur vrai orga et coup de main qui aide à mettre le truc sur pied. Exactement. C'est ça, ou plus sur orga versus autrice, tu vois. Je ne suis pas autrice de ces jeux. Mais je suis co-orga. Mais tu peux écrire plein de trucs tant que tu concrétises pas, ça va pas aller très loin. Mais voilà, moi les GN que j'ai dans ma tête, ils sont parfaits parce qu'ils n'existent pas. Alors attention, Charles Péguy dit de Kant. Charles Péguy dit de Kant. Kant a les mains propres, mais il n'a pas de mains. Ça c'est parce que Rachel a posé une question. Je veux dire, voilà, Barda, c'est l'emmerdé. Moi, je crois que c'est le signe que c'est la fin. C'est potentiellement le signe que c'est la fin. Du coup, je vais te demander, Laura, un mot de la fin. Quoi ? Dis-nous un mot de la fin. Cette pression, mais après, je demanderai à Fougère, c'est bon. Moi, alors, faites des GN. Faites des GN. Toujours plus, et de préférence des GN différents. On n'a pas parlé de typecast, mais essayez des rôles différents. Donc faites des GN en tant que joueur ou en tant qu'orga ? Parce que là... Mais on va parler aussi en tant que joueur d'abord. Faites plein de GN différents, essayez plein de rôles différents. Parce qu'il n'y a qu'en essayant des choses que vous saurez que vous ne l'aimez pas ou que vous, au contraire, vous aimez bien. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'organisation d'un GN, même si vous n'êtes pas auteur, vous serez quand même orga et ce sera quand même vos GN. Mais donc voilà, surtout faites des GN, essayez des choses et éclatez-vous parce qu'en fait le GN c'est un jeu et c'est ça qui est le plus beau. Voilà. Merci Laura. Fougère, un mot de la fin ? Pas mieux. Non. Mais ça c'est facile. T'as réfléchi 2 minutes pour ça ? Écoute, je voudrais pas, mais je suis quand même un peu... Voilà. Non, mais au final, ça rejoignait à peu près, en moins bien dit, ce que vient de dire Laura. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es porté par un projet, il ne faut pas te poser la question de est-ce que tu es légitime ou pas, est-ce que tu es un homme ou une femme, est-ce que j'en sais rien. Si le projet te porte... Globalement, on s'en fout d'ailleurs en plus. L'idée, c'est surtout amener ça pour que d'autres puissent le partager avec toi. En fait, c'est ça qui est génial. En fait. On n'écrit pas un GN avec des parties génitales, donc voilà. C'est ça. Alors,
Non. Là, c'est vraiment la fin. Alors, ton mot de la on va fin, arrêter. Anne. Merci à vous deux, merci à Rachel d'avoir été sur le chat, merci aux autres gens qui étaient sur le chat, même s'ils ne m'ont pas obligé à citer Kant. Et je vous dis au mois prochain. Et d'ici là, bon GN, parce que visiblement, il y a tous les reports de 2020, 2021 et les GN 2022 qui vont avoir lieu dans le prochain mois et demi, en tout cas pour ma part. Donc, j'ai envie de dire bon GN. Bon GN. Voilà, très bien, parfait. Salut à tous. Au revoir. Adios.